Bonsoir à tous. Ah oui, oui. Au moins ça. Merci d'être là, ça nous fait chaud au cœur, dis donc. Quand on programme des films, on ne sait pas exactement s'ils vont rencontrer le succès, tout ça. Et nous, on a vu Finkel depuis très longtemps. Moi, je pense qu'il n'a pas fait un mauvais film. Hein. Y compris à la télé, tout ça. J'ai regardé ses téléfilms et tout est formidable. C'est vraiment un type à la fois extrêmement talentueux, formidablement généreux, vraiment, hyper intelligent. Donc, je ne doute pas 2 secondes que non seulement le film lui plaise, mais qu'en plus la rencontre soit formidable, comme elle l'a été sur Je ne suis pas un salaud, qui était son dernier film qu'on aimait beaucoup. On l'avait mis en couverture de programme, je pense qu'on était la seule salle de France. J'ai entendu hier au Masque et la Plume, quelqu'un disait on n'avait plus de nouvelles d'Emmanuel Finkel, il suffisait pour ces films en fait pour avoir des nouvelles. Parce qu'il y avait 2 films qui n'ont pas rencontré de succès, qui s'appelaient Je ne suis pas un salaud et avant Je suis, un documentaire sur les AVC, qui était absolument bouleversant, sur lequel il avait fait un débat de dingue ici. Voilà, donc tous ces films sont vraiment formidables. Et puis par ailleurs, il a une élégance suprême qui lui vaut une espèce de reconnaissance éternelle. C'est qu'il est venu à l'inauguration du Méliès sans y être invité. Voilà, juste par amitié, reconnaissance du travail de la salle, tout ça, et ça nous a vachement touchés. D'autres cinéastes étaient là aussi, mais qu'on avait un peu invités exprès, parce qu'ils ont des liens historiques avec la salle, parce qu'ils habitent Montreuil, tout ça. Voilà, donc ça nous a touchés, et du coup, évidemment, chaque fois qu'on va voir un film de Finkel, on y va quand même pour l'aimer, mais quand on est dans ce genre de conditions, on peut aussi être déçu. Voilà. Or, le film que vous allez voir est vraiment un miracle, enfin, une espèce de truc improbable, sachant que, pour le coup, on est quelques-uns dans la salle à aimer vraiment beaucoup le travail de Duras, et qu'on se dit, oula, quand même un peu vache sacrée, Duras. Oser se confronter à ce texte, à cette écriture, oser incarner par des acteurs nouveaux, alors qu'on a forcément des actrices extrêmement connues avec le verbe de Duras dans leur bouche. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Comment on fait malgré tout un film contemporain? Tout ça, enfin, c'est des questions qui font qu'on peut y aller un peu reculons, quoi. Et en fait, ce film est vraiment un des premiers petits miracles de l'année 2018. Voilà, donc bonne projection, et à tout à l'heure, à la fin, avec Emmanuel Finkel. Voilà, là ça fonctionne. Merci beaucoup. Merci d'être là, Emmanuel, ça nous fait vachement plaisir. Merci. Non, mais avec grande joie. Je vais commencer par poser 3-4 questions, puis assez vite on va donner la parole à la salle, mais j'ai promis des questions un peu plus articulées peut-être, enfin des trucs un peu plus développés aussi. De façon un peu... Tu sous-estimes peut-être les spectateurs? Ah non, je ne parle pas des spectateurs, je parle de... Non, le dossier de presse, c'est bien, parce qu'il est fait par Claire Bassé. Que certains journaux où les questions sont posées de façon... Je ne vais pas te demander comment tu as rencontré ce texte, tout ça par exemple. Super, merci. Tu vois, parce que là tu l'as récité 153 fois. C'est par Elsa Zilberstein, d'ailleurs, je ne sais pas moi. Mais je ne te pose pas la question. Non, je veux bien qu'on parte d'un truc qui a l'air extérieur, mais pas tant que ça. Qui est que, en revoyant le film, là, je pensais à un des textes critiques, pour le coup importants, des 20 dernières années, sur un film adapté de Duras, qui est le film L'Amant de Jean-Jacques Hano. Et le texte est devenu un peu mythique, c'est un texte de Serge Danet, et qui, pour le coup, attaque le film de façon assez virulente, mais avec une réflexion sur ce que c'est que le cinéma historique, qu'est-ce que c'est qu'une reconstitution au cinéma. C'est pour ça que ça m'intéresse, c'est pas sur le jugement critique. Et l'affirmation de Danet, c'est que l'obsession du réalisateur, de Jean-Jacques Hano, c'est la précision de la reconstitution, et c'est le fait de tout montrer, pour montrer à la fois qu'on a fait un gros boulot de recherche dans le détail, qu'on peut tout voir, qu'on a réussi à recréer le monde entier à l'identique, enfin... et donc à la fois d'être dans la justesse, mais aussi d'être dans l'exhaustivité. Et en fait, je pensais à ce texte-là de Danet sur l'amant, parce que, pour moi, enfin, mais je voulais ton point de vue là-dessus, il y a aussi une recherche de justesse, et tu vas nous raconter un peu ta méthode de travail pour essayer de faire ce travail de reconstitution,
Mais il y a aussi un choix radical qui est précisément de ne pas tout dire, de ne pas tout montrer, de jouer sur l'ellipse, de jouer sur l'aperçu, l'entre-aperçu. Ce qui fait qu'on n'est pas du tout dans une reconstitution traditionnelle que le cinéma français peut nous servir en continu, et qu'on est précisément chaque fois dans la question d'un regard qui va nous révéler les choses du réel de façon hyper sélective. Voilà. Et donc je voulais un peu ton point de vue là-dessus sur comment tu as abordé cette reconstitution historique. Je crois que c'est ta toute première reconstitution, ton premier film historique, sur cette question-là de la justesse historique et de la tentation possible de l'exhaustivité. Bon, alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Effectivement, essayer d'être précis sur l'époque, ça ne peut pas être un inconvénient ou un défaut. Après, il est vrai que le genre semble imposer des règles. Je ne sais pas d'où ça vient, ni pourquoi. Je pense que ça va venir à l'époque des studios. Je suis sûr que si on remonte, ça doit être ça. Ou vous faites un film historique, alors il y a tout d'un coup une grammaire qui irait avec ça, là où un réalisateur naturellement ne ferait pas d'établissement, c'est-à-dire de plan d'établissement, là il en ferait. Des fois c'est dû aussi à l'équilibre, puisque les décors, beaucoup de décors sont refaits, donc vous voyez c'est équilibré. Dans la réalité, c'est sauvage les choses. Donc l'emplacement de caméra n'a pas de règle. Elle est en réaction. Là, tout d'un coup, c'est équilibré, donc vous faites 3 pas, puis hop, vous êtes dans une carte postale. Et vous tournez. Alors évidemment, il faut résister à ça, un petit peu. Et alors tourner un film d'époque, comme si on tournerait aujourd'hui. Ouais, alors ça, on sent que c'est un des axes du film, c'est-à-dire, y compris pour rendre le film encore plus contemporain, faire en sorte qu'il s'adresse à des spectateurs d'aujourd'hui. Dans quelle mesure, du coup, ce côté très sélectif du rapport à Paris, au décor, mais aussi aux personnages, est lié aux conditions de production qui sont les tiennes, qui sont là aussi assez décalées par rapport à l'idée qu'on se fait un film en costume et de reconstitution? Oui, on n'a pas eu beaucoup d'argent pour faire ça, et ça, c'est la chose fondatrice. L'argent est notre limite. Si on le dépense mal, c'est notre limite, notre prison. Si on le dépense bien, ça va sur l'écran. C'est ça la bataille. Et le cinéma, le système du cinéma est fait sur une tradition où on jette l'argent. Enfin, on s'arrange pour qu'il ne soit pas sur l'écran. 90% pour là, et puis alors les 10% pour que les gens voient. Donc, c'est contre ça qu'il faut lutter. Et alors, une lutte de chaque jour et de chaque heure. Parce que le système, vous lui fermez la porte et on rentre par la fenêtre. Il marche comment le système qui produit ça? Enfin, concrètement, sur un tournage, comment tu sens cette pression qui est que l'argent est plutôt ailleurs? Mais la même chose que quand tu fais appel à un plombier, tu vas dire, oh là là, mon vieux, ça, moi, je ne peux pas le réparer. Il me faut 2 mecs qui me coupent l'électricité là-bas, puis 2 mecs, voilà, il dit 3 mecs. Voilà, c'est comme ça que ça fait. Et comme tout le système est sur la même branche, ça se maintient. Comme ça. S'il y en a qui s'y connaissent, ils doivent dire, je pense à... Il peut même y avoir des plombiers dans la salle. Allez, j'en pose encore 2 petites, et puis après on passera à la parole publique. Je voudrais t'interroger sur la question du rapport à la littérature, mais alors tel qu'il est défini par le début du film, puisque tu choisis d'introduire le récit par la voix off de Marguerite, et donc de faire du reste du film un flashback par rapport à la retrouverte, au fait d'avoir retrouvé ses cahiers, et d'emblée, la voix off introduit une sorte de double thématique, la question de la littérature qui est associée à la question de la honte, qui va être un des enjeux récurrents du film. Enfin, on va beaucoup en parler en fait, de ce qui peut faire honte. Voilà. Et là, la littérature est du côté de la honte, c'est-à-dire dans une sorte d'affirmation qui est que, d'une certaine façon, ces documents nous sont livrés bruts, sans qu'il y ait cette espèce d'artifice du travail littéraire. Et donc je voulais savoir pourquoi tu avais choisi d'introduire ce film par cette phrase-là, avec laquelle, si j'ai bien compris, tu as un rapport assez conflictuel, on dirait ça comme ça. Je voudrais dire sans provocation. Ah, encore plus près du micro pour qu'on c'est le contraire que je l'ai mis au début. C'est-à-dire, elle le met en linéaire, et je n'y crois pas. Je fais partie de ceux qui n'y croient pas. Pour moi, c'est extrêmement rédigé.
Alors, si c'est un mensonge, autant le donner dès le départ. Bon, celui qui y croit, tant mieux, peut-être. Au fait que ce soit des documents bruts. Oui. Je développe un peu. Oui, elle dit qu'elle n'y a pas touché. Et qu'à côté de ça, la littérature l'aurait fait. Moi, je n'y crois pas. Mais tu dis aussi, en parenthèse... C'est-à-dire qu'elle dit que c'est un document, mais c'est une fiction. Donc c'est aussi un exercice littéraire. Mais peut-être que c'est pas grave que ça soit un mensonge, parce que peut-être il faut écrire des fictions pour transmettre quelque chose de l'ordre du vrai. Et que le document, il va directement aux oreilles de celui qui veut bien l'entendre ou le voir. Mais celui qui est un peu en périphérie, il ne va pas au document. Alors, si je regarde comment le film évolue sur cette question du rapport à un langage plus littéraire, j'ai l'impression que tu manques autant que Marguerite Duras. Je ne fais que ça, bien sûr. Je vais essayer de montrer un peu comment, pour te dévoiler. Vas-y. Pour ça, c'est la vérité, tout ça. Non, parce que le film va mettre en place une espèce de dispositif où il y a deux voix de Marguerite Duras. Il y a la voix in de l'actrice, pris pour le coup dans un rapport au naturel aussi. J'allais dire que c'est aussi des questions de maquillage, d'absence de maquillage, de jeu, et du coup d'un langage qui est relativement quotidien. Alors, tout est dans le relativement. Hein, mais... Et puis il y a une seconde voix qui est vraiment, même en termes de mise en scène, est différente, qui est la voix du texte, qui est la voix de l'écrivain qui passe par le texte littéraire. Et en fait, pour moi, une des beautés du film, c'est que ce dispositif-là initial, qui fonctionne d'ailleurs formidablement bien au début, sur cette espèce de double acception au livre et au corps réel de Marguerite, en fait, tu finis par le travailler, par le subvertir, par le bousculer, de sorte, il y a des séquences qui reposent sur la beauté de Marguerite, qui dans la vraie vie devient écrivain, y compris parfois en se faisant taper sur les doigts. Je pense à la scène où Dionys lui interdit de continuer sur le fantasme qu'elle est en train de concevoir sur Robert, qui n'a plus de pain, qui n'a pas mangé de pain, et lui tape sur les doigts en disant « arrête ça tout de suite ». Voilà. Tout à coup, elle se met à produire de la fiction, et donc on la bloque, on l'arrête, on essaie de la ramener au réel. Et il y a d'autres scènes où tout à coup, il y a une espèce de magie, parce que la voix de l'écrivain Duras passe dans le texte de la femme Marguerite que tu filmes. Voilà. Et pour moi, dans l'une des beautés littéraires de ton film, tient à cet entre-là de deux voix que tu donnes au départ comme étant séparées, opposées, et qui finissent par se tisser et par produire des moments de grâce. Est-ce que tu reconnais là-dedans une forme de stratégie que tu as pu conduire sur comment traiter la dimension littéraire décrite comme honteuse dans l'introduction du film? Je l'avais prévenu avant, hein, Michel. Non, mais la stratégie, nous, on n'est pas sur la même planète. Oui, non, certes. Non. Tu appartiens à la planète que moi j'appelle la planète de la réception. Oui. C'est-à-dire, recevez le film, finalement, comme les spectateurs. La planète de la fabrication du film, c'est un autre. Les stratégies, ce sont des micro-stratégies quotidiennes. Des intuitions. Et on se dit, ah, c'est là, je vais le tenir pour telle séquence, pour telle séquence, pour telle séquence. Il y en a peut-être. Moi, j'ai été longtemps assistant, je n'en ai pas rencontré. Des réalisateurs qui, tel un architecte, je ne sais pas, a une vision comme ça, tu vois. Les scénaristes ou les réalisateurs, ils mettent des petites fiches au mur pour voir le squelette de leur film. Ils reculent, il y en a qui tombent. Parce qu'en fait, ça te dit très peu. Ça te dit très peu. La vision comme ça. Parce que le cinéma, c'est un truc qui est maîtrisé. Il y a un compte à rebours. Rien à voir avec le cerveau qui pense sans ce compte à rebours. Donc c'est faussé. Donc les stratégies, oui, on a des intuitions et on tisse des mouvements. Moi j'appelle ça des mouvements. C'est comme des millefeuilles, c'est-à-dire un personnage, une situation, ce qu'on veut dire, évolue pendant tout le film. Alors on les tisse pour voir quand est-ce qu'il y a des points d'occurrence, etc., etc. Mais la grande stratégie par rapport au rôle de la littérature dans le film, ça, j'aurais pas su le faire. Ou bien tu fais une thèse
ou bien tu fais un film. J'ai choisi mon camp, c'est vrai. Allez, on va vous donner la parole. À vous d'exercer la thèse. Sur ces deux voix qui habitent le film et qui le placent dans la parole des dialogues ou dans la narration, il y a aussi les deux présences physiques en même temps, dans la même pièce, dans la même salle, celle qui voit l'autre agir, etc. J'imagine qu'il y a une sorte de résonance entre ces deux plans, sur le plan de la narration et sur le plan de celle qui observe, etc. Voilà. Je voudrais que vous développiez là-dessus. Oui, non. En même temps, quand elle se dédouble, j'ai jamais pensé qu'il y en a une qui était l'écrivain, et donc, en tant qu'écrivain, avait aussi une vision plus large de toute la narration du film. Vous voyez, elle est dans le même bain. Les deux, même si elles se dédoublent, sont dans le même bain, ici et maintenant. Dans mon idée, l'idée m'est venue en travaillant, à un moment donné, en arrivant sur une scène où Marguerite apprend que son mari est vivant. Alors elle se décrit comme ça, elle se jette par terre, elle pleure, elle dit qu'il faut que ça sorte de partout. Dionys la laisse faire, il sait qu'il faut que ça sorte de partout à la Duras. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je ne saurais pas demander ça à une comédienne parce que je n'y crois pas. Je n'y crois pas. C'est du cinéma. Alors, à partir de là, je me suis dit, ou bien je le gomme si j'y crois pas, mais j'avais pas envie de faire un film. Alors j'ai trouvé cette solution de dire non, je vais aller au premier degré. Mais à ce moment-là, il y a le même personnage qui n'est pas dupe, comme moi. Comme ça, on est à la même diapason. Ça a commencé comme ça. C'est ni plus ni moins ce qui nous arrive ultra régulièrement. Quand on se voit, on n'est pas dupe. Que ce qu'on donne à voir aux autres et à soi-même n'est pas complètement en adéquation avec ce qu'on ressent vraiment. Donc ça a commencé. Parenthèse, je fais mon thésard. Hein. Le premier dédoublement est introduit par la figure de Marguerite qui, pour la première fois, écrit et qui lui promet qu'elle va consigner tout ce qui se passe en son absence. C'est là qu'on voit apparaître le dédoublement pour la première fois. Et en fait, il précède une séquence assez troublante où cette question de la distance ou du fait d'être dupe est aussi posée, puisque là, c'est Rabier dont on précise qu'il est toujours à distance du lieu où il donne rendez-vous et qu'on voit effectivement dans cette espèce de recul qui est celui qui a caractérisé l'écrivain dans la séquence d'avant. Ça, moi, j'ai pas pensé à ça. Ben voilà. Rabier, il n'est pas que deux, il est partout. Il est partout. Je suis d'ailleurs, voilà. Le journal Je suis partout apparaît dans la première scène où il donne rendez-vous au café. Ouais. Sur lequel on voit par ailleurs le mot infidélité juste après dans la séquence. Vous là, t'as regardé ça avec ça. J'ai regardé de près quand je bosse. Moi, j'ai ressenti le dédoublement très bien résumé par Dionys, qui lui dit: est-ce que tu es amoureuse de ta douleur ou est-ce que tu es vraiment amoureuse de Robert? C'est une phrase d'Emmanuel Finkiel et pas de Marguerite Duras. Oui, ça, elle n'écrit pas. Mais elle nous fait penser. Et elle dit que Dionys, la traite de folle, la repousse dans ses retranchements, dans ses contradictions. Je vais juste que... Le dédoublement, il est partout, il est même dans quelque chose d'assez étrange, fortiori quand on voit le film et qu'on y prête attention, qui est la question du tu et du vous, qui est un truc assez déconcertant dans l'écriture et qui devait être quand même assez... J'ai suivi, je dirais bêtement, ce qu'elle écrit. D'accord. Elle passe du vous au tu. Pour les deux personnages. Parce que très longtemps, Marguerite vous voit Dionys, et puis il y a un moment de bascule où elle dit tu manges. Dionys et Marguerite passent du vouvoiement au tutoiement. Enfin, Dionys, d'ailleurs, je crois qu'il est muet dans son récit, elle ne lui donne même pas la parole. Elle nous dit surtout pas qu'ils sont amants, mais plus que ça, elle ne lui donne même pas. Il est tout le temps là, mais il ne dit pas un mot. Et il s'appelle Dave. Il s'appelle Dave, ouais. Sachant que c'est le père de son unique enfant, dans la vraie vie. Merci.
dès la première image, j'ai été tout de suite happée, captée par votre manière de filmer très près, le grain de la peau, etc. Et on pense à Hiroshima, bien sûr. Tout le long du film, je pensais à cette phrase « Tu n'as rien vu à Hiroshima » et tout ça. Et je voulais peut-être vous entendre sur votre rapprochement, peut-être, avec René. Voilà, c'est tout. Avec René, très certainement. Mais ce n'est pas Hiroshima, peut-être paradoxalement, à cause de la voix off, que j'ai revu quand j'ai travaillé sur le film, mais c'est La guerre est finie. Pour l'utilisation de la voix off à titre narratif. C'est vraiment pour une chose très précise. Voilà. Oui, mais René, je pense que je le veuille ou non, j'ai forcément Hiroshima mon amour. Tous ceux qui ont vu le film, surtout quand ils étaient jeunes, ça les a marqués. Il y a un autre clin d'œil potentiel, mais pas seulement au film de René, à Hiroshima, événement historique dramatique, qui est sans doute cette émission de radio assez improbable sur le Japon. Oui, ben elle est d'époque. Hein. Ouais. Mais tu choisis de la laisser assez longuement. Oui, et je peux même te dire que j'ai fait rajouter au son une sirène, une alarme. Oui, évidemment, pour qu'on y pense, pour ceux qui y pensent. Ce qui, du coup, règle quand même une des questions que tu as forcément dû poser, qui est comment on inscrit des événements historiques dans ce récit-là, sans qu'ils soient ni annoncés sur l'écran. Comment tu as travaillé cette idée-là de la datation du récit, et donc, du coup, de l'émergence des événements historiques. Je pense par exemple à la mort de Roosevelt qui apparaît aussi. Mais il y avait une scène qui était écrite pour nous résumer la situation historique. C'est celle justement où on parle de Roosevelt, où elle est à table, où elle parle du deuil du peuple. Et puis je suis quand même aidé par la voix off, qui, quand ça m'arrange, nous resitue un peu. Elsa Zilberstein, l'initiative de cette... Mais vous ne formulez pas de question. Pourquoi, comment Elsa Zilberstein peut être à l'initiative de cette Elle est venue me voir, effectivement, après avoir été voir, je pense, d'autres réalisateurs, notamment Julie Bertochelli, qui lui a conseillé de me voir, et parce qu'elle voulait initier ce recueil. Alors la question d'après, c'est pourquoi c'est pas une différente. Ah non? C'est cool. Oui, non. Et voilà, non, mais tout simplement que quand on a commencé le projet, on ne savait pas vers où aller, quel axe on allait prendre pour l'adaptation. Et je vous rappelle que l'adaptation qu'on avait fait chez Roux, avec Dominique Blanc, c'était l'histoire d'une femme qui retrouve ce journal, qui le lit, qui s'y plonge. La douleur était bien, la définition de la douleur à ce moment-là était bien cette femme au contact de ce qu'elle dit avoir ressenti, qui n'était pas en adéquation avec ses souvenirs. Mais très vite, je crois que je me suis intéressé à incarner plutôt l'héroïne que décrivait Marguerite, c'est-à-dire une jeune femme de 32 ans. Voilà, et à ce moment-là, je me suis dit, chercher une comédienne plus jeune qu'Elsa Zilberstein. et tu dis que tu n'avais pas pensé à Mélanie Thierry, alors que c'est déjà un peu l'héroïne de Je ne suis pas un salaud, ton dernier film. Oui, je ne la voyais pas du tout là-dedans. D'accord. Non, en étant franc, je ne la voyais pas là-dedans. Et ça te fait un point commun avec la critique, qui quand même salue son extraordinaire performance en disant on ne pouvait pas imaginer ça d'elle. Oui, mais moi j'ai imaginé. Oui, tout à fait. Non, je faisais des essais avec des comédiennes, elle est venue faire des essais, et elle a été, pendant les essais, absolument formidable. C'est-à-dire, l'épaisseur qu'elle a dans le film était déjà pas mal. Mais au passage, comme quoi, ce qui est un encouragement pour les jeunes comédiennes, j'en ai vu peut-être une quinzaine, c'est la seule qui avait travaillé.
Mais je dis ça et en même temps, je ne pense pas que ça explique tout. Mais c'est une partie quand même. Il avait travaillé comment alors? Comment est-ce qu'on se prépare à ce type d'audition avec quelqu'un qui vous a déjà dirigé, qui vous aime bien a priori, mais qui n'avait pas pensé Oui, à... elle avait un point supplémentaire par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'elle savait ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Ouais. Et elle savait que je n'aimais pas que ça joue. Il croit. Elle savait que je n'aime pas quand ça joue. J'aime bien quand c'est authentique. Bon. Et en même temps, les autres comédiennes, même si on ne leur dit pas, ils ne sont pas obligés de ne pas être authentiques. Et donc, non, elle a été... Comment je crois qu'elle a travaillé le texte, elle s'est imprégnée. C'est comme ça qu'elle envisage son métier, c'est pour ça que je m'entends bien avec elle. Du Gauchel à l'époque était pareil, Magimel est pareil. C'est-à-dire que ce sont des surfaces sensibles. Ils absorbent, et puis, à travers leur expérience, leur douleur, ils redonnent quelque chose aux gens qui s'y reconnaissent. C'est ça la magie de ce genre. Toute la presse a essayé de tirer les verres du nez pour savoir est-ce que vous êtes intellectuel, est-ce que vous avez... Quelles études vous avez fait pour pouvoir interpréter Marguerite Duras? Ils n'y connaissent rien. La vérité est ailleurs. Ce sont des surfaces sensibles. Ce sont les pitis du monde moderne. Elles sont nos yeux et nos mains. Donc, alors elle s'est imprégnée du texte et puis elle a été puisée en elle. Non, je veux bien que tu nous racontes les choix un peu importants que tu as fait par rapport au texte de Duras. Je pense à un en particulier, qui est de sacrifier la dernière partie, qui, dis-tu, était à peu près infilmable. Est-ce que tu peux nous rappeler sur quoi porte cette dernière partie et pourquoi elle est infilmable? C'est-à-dire que, effectivement, une grande partie du texte est consacrée, après le retour d'antenne, à sa résurrection, si je puis dire. Comment elle le ramène à la vie. Et c'est décrit d'une façon extrêmement clinique, brutale, et il est évident qu'il y a quelques personnes qui l'ont proche et des critiques toujours. Donc je sais, puisque je passe après que les avoir lus. Et ces idiots, ils devraient prendre en considération que c'est une patte dramaturgique magnifique. Et un type qui elle va, mère courage, elle va le soigner, c'est des descriptions terribles. Attends, comment il a fait dans 120 battements par minute pour filmer un quasiment bon, d'accord. Et d'accord, mais comment on filme le corps dont elle parle? Qui on filme? Je mets un mannequin, je fais comme l'Odyssée de Pi, elle parlera à des coussins verts qui deviendront un espèce de truc en 3D. Je mets un mec que j'enferme à Rivesaltes pendant 8 mois. Où ils ont la tête, ceux-là, qui disent « Oh, ils ne le montrent pas, alors que c'était ça la chose la plus intéressante. » Ça n'a pas d'importance, ça. Tu as au moins un soutien, tu vois. Ça n'a pas d'importance, justement. Oui, mais on a son amour propre. Donc tu as abandonné Alors, cette partie. voilà, Oui. pour cette raison-là, parce que je ne savais pas comment le montrer, Bah oui, mais sans même plus d'une semaine de réflexion, j'ai dit je ne le fais pas. Et en revanche, tu as croisé ce texte avec le récit numéro 2 du même volume, Oui, qui s'appelle Monsieur X, dit ici Pierre Rabhi. Raconte-nous pourquoi tu as fait cet amalgame de ces c'est à noter que dans le recueil, il n'y en a que 2 qui sont numérotés. La première, la douleur, et la deuxième, celle-ci avec Rabhi. Alors, je n'ai pas été chercher les raisons que d'autres historiens ont dû trouver, mais je me suis quand même posé la question. Et c'est là où, effectivement, ton histoire de honte dont tu parlais tout à l'heure, mais tu étais là. C'était toi Je fais de la mise en scène aussi. C'est ça que je me suis dit. Cette histoire de Rabhi, elle amène quelque chose de l'ordre de la honte. Et c'est là où je me suis rendu compte que chez Duras, cette histoire de honte, elle est omniprésente dans son œuvre. Et même
en revoyant Hiroshima, mon amour, je me suis dit que le sujet apparent du film, qui est cette honte que ressent l'humanité d'avoir largué ses bombes, était peut-être plutôt l'histoire en contrepoint de cette jeune femme tondue qui s'arrache les ongles sur les parois du mur de la cave où on l'a enfermée. Et que c'était peut-être ça, cette histoire de honte-là, peut-être pareil. Elle est tondue, on la voit, on la motive souvent, cette jeune femme à vélo sur les bords de la Loire, et puis un sergent allemand, qui est son amant, qui vient simplement. Donc voilà. Donc, et j'ai simplement remis en ordre chronologique les deux. Voilà. J'ai eu une image du fils de Saul qui est arrivé avec les flous de choses qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas regarder tellement sont terribles. Et je voulais savoir si vous aviez pensé... On ne croira peut-être pas, mais j'ai pas vu le film. Je sais qu'il y a des... Donc je ne peux pas, c'est toi qui dois répondre. Est-ce que Moi, je pense que c'est un peu un diptyque, si tu veux. Oui, c'est ça. Non, j'ai pu constater, alors, je ne sais pas faire penser l'attention, je n'ai pas vu. Mais que, puisqu'un journaliste me l'a fait remarquer, que on met dans un grand sac tout ce qui est longue focale floue derrière. Mais dans Et ces film sur la déportation, parce que c'est aussi quand même un rapport au thème qui fait le rapprochement. Je voulais parler que de la forme, mais c'est vrai, soutenant ce fond-là, disons. Mais selon moi, il y a autant de catégories, de nuances entre un film qui utilise la matière hors focus et un autre. Alors, je ne sais pas, il faut que je voie le fils de son. Mais peut-être que c'est vachement bien, et c'est tout à fait ça que je voulais faire. Non, c'est vachement bien, mais ça n'a pas grand-chose à voir, enfin, en termes esthétiques, notamment peut-être pour ce que tu dis, c'est-à-dire que la particularité de ton film, le côté très saisissant pour le coup, pour des gens qui voient beaucoup de films dans l'année, c'est qu'il y a des strates de flou. Il y a un truc moi j'ai pas l'impression d'avoir ressenti comme ça, y compris parce que le flou est plutôt quand même un peu l'ennemi a priori. Enfin, on est quand même dans un truc où il faut que tout soit net, tout soit défini, enfin, a fortiori à l'ère du 4K, du 8K, que sais-je. Voilà. Là, tout à coup, on nous affirme qu'il y a effectivement une épaisseur dans le flou. Il y a 50 nuances de flou. Pardon. Et évidemment, c'est formidablement intéressant parce que si on prête attention, et ça pour le coup peu de critiques l'ont relevé, tu traites de la même façon ta bande sonore. Et dans la bande sonore aussi, il y a une espèce de profondeur qui est liée à ce qu'on perçoit très nettement et ce qu'on entend à peine, et parfois ce qu'on n'entend pas d'ailleurs, qui crée là aussi une espèce de spatialisation assez fascinante et qui est pour moi absolument différente du traitement de Laszlo Nemes dans Le Fils de Saul. Je vais voir le film. Oui. C'était pas une question, c'était juste pour vous dire, pour rappeler, enfin, en tout cas, vous filmez déjà flou dans Nulle part terre promise. Exactement. Vous savez, j'ai un Je problème. pense que c'est avant le Fils de Saul que je n'ai pas vu non. Oui, non, mais c'est ça, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours utilisé des longues focales. Il est vrai que pour ce film-là, je me suis servi activement de l'assistant opérateur qui, d'habitude, n'a effectivement qu'un seul rôle, c'est que ça soit net. Oui. Le mec est parti en exil d'ailleurs, enfin, il ne peut plus jamais faire ça. Oui, c'est ça, il a demandé, il a pris un pseudo. Non, mais véritablement, pendant les prises, je lui parlais, des fois. Parce que si vous ne parlez pas à un assistant opérateur, comme un chien qui retourne à sa niche, hop, il rebalance vers le net. En parenthèse, il y a la question de comment on installe la légitimité de ce flou dans le récit. J'allais dire pour le récit même, mais pour les spectateurs aussi. Comment on fait pour que le spectateur accepte que ça n'est pas un défaut? Alors, ça je ne sais pas comment on va faire. Tout ce que je peux dire, c'est que déjà à la base, par rapport au film que tu as cité, qui tout va être bien, etc., c'est que moi j'aime bien prendre parti sur une chose, c'est-à-dire un film, c'est filmé. Alors, ça paraît de la palissade, son maturité,
les films en général ne disent pas ça. L'écran est une espèce de fenêtre sur les différentes réalités et on se déplace, je ne sais pas ce qu'on en fait, mais c'est pas filmé. Oui. Alors que moi je me dis que c'est filmé, à partir de là, puisque c'est filmé, non seulement on n'a pas peur, mais on se sert des compétences de l'objectif, les compétences optiques. Moi, je peux répondre à ma propre question, parce que je suis là pour ça. Vas-y. Non, il y a une scène où, pour moi, on bascule, nous, par rapport à la question de est-ce qu'on va accepter la règle du jeu, qui est la première rencontre avec Rabelais dans le café, parce que tu es sur le chignon de Mélanie Thierry, et que le personnage principal de cette scène, c'est lui. C'est lui qui, en plus, est sur le ton de la confidence, puisqu'il lui dit et nous dit qu'en fait, sa vraie passion, c'est le livre, quoi. Qui veut ouvrir une librairie, qui veut vendre des livres d'art, etc. Et à ce moment-là, le point est fait sur le chignon de l'avant-plan. Et donc, pour moi, c'est une des scènes bascules où tout à coup, on se dit, bah, il fait vraiment ce qu'il veut, quoi. Il y en a d'autres avant. Bah, je suis payé pour faire ce que je veux. Ben oui. Oui. Non, c'est pas tout à fait comme ça. C'est sur une phrase où il dit « Je suis très fier d'être en face d'une intellectuelle, même une femme ». Et c'est là qu'il est flou. Parce que là où tu es injuste, c'est que quand il dit qu'il veut être libraire, là, il est super net. Ouais, il est flou longtemps pendant ce monologue. Hein. Par contre, sur la phrase que je viens de donner, vas-y. Ouais. On le fera quand on sera tous les deux après. Moi, sur la question du flou, je me suis demandé si vous ne donniez pas les clés sur la scène où elle dit que quand elle a peur, tout devient flou, tout tangue, les sons. Et c'est cette scène-là qui, moi, m'a permis d'accepter les flous après. Ah oui. En me disant que peut-être à chaque fois, ça avait trait à la peur de ce qui allait arriver, de ce qui allait être annoncé. Non, je vous avoue, j'ai pas voulu illustrer ça. Non, moi, le flou, là, pour cette séquence, c'était un peu, effectivement, un tout petit peu osé dans la mesure où je me suis dit, j'essaye le plus possible d'être à sa place, tout près d'elle, de ressentir comme elle ressent et de percevoir surtout comme elle perçoit. Alors, il y a avant la scène avec le flic qui lui montre la rue où a été arrêté son mari. Elle regarde le flic, la rue est floue, comme vous n'avez pas tellement d'arrière-plan, mais moi, quand je vous regarde, les alentours sont flous. Et j'aimais bien l'idée, alors c'est très tiré par les cheveux, effectivement, je me suis peut-être fait plaisir, mais c'est qu'elle va y rentrer dans cette rue. Et elle va rentrer dans ce flou. C'est-à-dire dans cette rue floue, où ce flic a évoqué, elle va y rentrer. Alors, vous voyez, ça me tirait par les cheveux. Alors, évidemment, ça ne part pas d'une volonté comme ça, c'est pas comme ça qu'on travaille. C'est-à-dire, tiens, essaye le plan flou. D'abord, pendant qu'on le tourne, il dit, surtout mais pas net. C'est la première base. Et évidemment, il se retourne, il dit, on l'a fait. On l'a fait. Il y a ça. Ensuite, au montage, on le pose. Et on le voit. Et tout d'un coup, il y a le son, tic, 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 et puis ça marche. Au moment où on le regarde, c'est comme ça qu'on travaille. En phase du montage, on essaie quelque chose, et on s'essaye sur nous. On remonte un peu en arrière pour être dans le machin, voilà. Et puis, voilà. Et là, on se dit, c'est moins bien si c'est juste un petit passage comme ça, et qu'on redevient dans un plan plus catholique, si je peux dire après. Donc, on l'a laissé là. Manque de peau, j'ai pas vu, je parle pas pour vous, parce que vous, c'était tout à fait candide, à côté des langues de certains journalistes. Il y a quand même 99% de la critique qui ne retient que le 1%. Oui, je vous parle que de deux mecs depuis tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit là-dessus? Non, bah ça y est. Je suis Ouais, pas c'est là un pour peu régler flou. des problèmes. Question suivante. Bonsoir, Nick. Pour élargir le débat, parce qu'avec son humour traditionnel, Emmanuel noie un petit peu le poisson, je trouve. Parce que, bon, jouer avec la focale, son second assistant, la caméra, bon, très bien, mais la mise en scène d'Emmanuel, donc, est particulièrement recherchée par rapport à
tous les autres films, moi je trouve. Hein. Et pour parler que du flou, c'est pas suffisant. Il faudrait parler de tout ce qui gêne le plein cadre, tout ce qui gêne de voir net. Donc c'est des reflets dans le miroir, c'est des choses qu'on voit à travers les volets, c'est des portes qui se ferment à la prison de Fresnes, enfin je sais pas, il y en a sans arrêt, sans arrêt. Donc disons, cette permanence de la mise en scène dans tout le film va bien plus loin que cette idée du flou. On voit bien que l'idée du flou, bon, effectivement, puis j'imagine qu'il y a des moments où il n'y a pas des choses refaites au laboratoire, il n'y a pas que du flou de points aussi. De quel style au laboratoire? Ben, je ne sais pas, il y a des... Notamment quand on est dans le bistrot, quand on est dans... Ou alors le miroir est très abîmé. C'est un flou de pointe, ça aussi Dans quel bistrot? Au Flore? Oui. Ah, t'as l'œil, alors. Ouais. Et ça, on a retouché un peu. Oui, ben voilà. C'est pas que du point. C'est pas que du point. Et c'est... Bon, tout ça pour dire que ne vous laissez pas abuser. Monsieur Finkiel sait faire de la mise en scène bien mieux qu'en parlant à son second assistant, chef opérateur. Au nom de la profession, je tiens à visiter le poste d'assistant. Non, mais évidemment, avant tout, on vient forcément avec la mise en scène, elle est forcément mentale d'abord. Et, je ne sais pas les autres, chez moi, d'abord, c'est mental. Et c'est mental à l'écriture du scénario. C'est-à-dire, j'ai un scénario, bon, en même temps, je vais faire le découpage, je ne saurais pas faire ça. Alors, évidemment, si c'est un exercice ou si je dois faire une commande, je suis bien m'y atteler. Mais en vérité, la mise en scène, elle vient en écrivant. Parfois, il suffit de séparer deux lignes pour en dégager deux plans, évidemment. C'est décrit. Donc tout ça est très mental, et après, c'est au contact de la réalité qu'on essaie. Exemple, évidemment, la fin. Là, voilà un exemple, la fin, l'image d'antenne sur le fond de la mer. Évidemment, déjà, quand on m'avait demandé à un moment donné où on voulait sucrer cette séquence, pour des raisons budgétaires, mais qu'est-ce que tu veux y chercher là-bas à la mer? Et j'avais dit comme ça, mais alors vraiment, je ne sais pas comment ça m'est sorti, j'avais dit, je veux faire de la comédie. Non mais maintenant c'est repris. C'est miraculeux. Parce que, bon, alors tu te dis, voilà, tu as plus ou moins cette image-là. Puis après tu arrives, c'est une plage. Il est beau avoir du soleil, la plage elle est belle encore. Et tout ça est réel. Et voilà. Alors c'est là où les compétences de l'objectif vont petit à petit, et en travaillant, ça se fait en se faisant. C'est-à-dire, même si tu as un truc mental dans la tête, tout est à faire là en se faisant. Je vais vous expliquer comment. C'est-à-dire que, évidemment, si tu cales les trucs pour que le mec soit pile dans le reflet, le temps d'éternuer, le reflet c'est déjà barré, c'est sans fin. Mes vieux trucs d'assistant me permettent quand même de temps en temps d'éviter des solutions qui mènent à rien. Et après, je parle à tout le monde. En fait, si on écoute le son témoin, je parle à tout le monde. Je crie au mec là-bas, parce qu'il n'est pas encore bien aligné. Continue à avancer, continue à avancer. Mélanie, avance, avance. Pas note. Voilà. Et quand je sens qu'ils arrivent dans le cadre, si je puis dire, qui était construit, ça. Voilà. Comme Mélanie est très très forte, elle ne s'arrête pas à mon stop, mais elle me montrait que ça vient d'elle. Elle glisse. Tout ça est parfait. Alors après, je vois ça. Je me dis, je ne peux pas faire une autre prise parce que le soleil, ça guérit pas. Alors mais en le faisant, je dis à l'opérateur, tu zoomes tout doucement. Je vais vous donner un truc. Dans le film, on sait quand il zoome ou quand il panote, si c'est moi qui lui a glissé à l'oreille. Je vais vous dire comment. C'est très très simple, mais il faut être à l'affût. C'est que, évidemment, quand on cadre et on serre les vis pour pas que la caméra... pour cadrer le truc. Donc il fait ça. Mais quand je lui dis, vas-y, panote, donc son premier truc, c'est qu'il va tout doucement là, et il dévisse, et ça se voit. La caméra, elle fait tout d'un coup. Ça. Donc avant les panneaux, en général, dans le film, vous avez un petit flottement, mais ça y va. Heureusement, je
pourrais pas vous le dire, mais enfin, vous n'allez pas le voir une deuxième Mais fois. Dominique avait tout vu. Allez-y. On parle beaucoup d'images. Moi, je voudrais dire un petit mot sur le son. Il m'a semblé, j'ai senti ça comme ça, qu'il y avait un environnement sonore extrêmement fort, et que j'ai trouvé très beau, et pour le coup très durassien. Parce que chez Marguerite, il y a toujours un élément extérieur qui nous fait ramasser Dans ses l'histoire. films, vous voulez dire, ou dans sa littérature? Dans sa littérature. Et là, j'ai senti très fort. Il y avait du son partout, ça venait de partout, des voix, des ambiances sonores, un espèce de truc qui les envahit tous, qui les submerge, une espèce de réalité qui est toujours là alors qu'elle, elle est ailleurs. Et je crois que le son, c'est ce qui nous relie, en vérité, à la réalité. Moi, je crois vraiment à ça. Je pense qu'on passe son temps à se barrer avec tous les autres sens, et le son est là pour nous ramener, je crois. Et oui, évidemment, le son permet aussi de construire le hors-champ, vous voyez, ce qu'on ne montre pas. C'était ça l'idée d'un espèce de voyage pendant 2 heures dans une autre époque. Emmanuel Creuset. Je reviens 2 secondes avant de donner le micro sur l'effet Giacometti, là, dont tu parlais, sur le fait de rendre flou la silhouette et du coup de l'épurer complètement, de l'abstraire. Si, en voyant le film, ce qui me frappe, c'est qu'il y a un personnage qui est traité comme ça assez tôt dans le film, c'est Dionys, et que du coup, ce qui se met en place aussi par des effets de rigging visuel ou sonore, mais là en l'occurrence visuel, c'est une espèce de principe de substitution d'un personnage masculin par l'autre. Absolument. Et que ton film va travailler là-dessus, y compris sur la mémoire des gestes, par exemple, où tout à coup, Dionys va se mettre à la prendre par l'épaule, et on va voir que Rabier accomplit le même geste. Enfin, je voudrais que tu nous parles de ça, comment, pour le coup, c'est construit cette possibilité de substitution des personnages. En lisant ces biographies, et moi j'imaginais assez, peut-être je me trompe, mais c'est comme ça que j'imagine, une Marguerite avant Duras, qui était en quête de notoriété, et en quête d'exister intellectuellement, entourée de figures extrêmement brillantes, autoritaires, masculines, peut-être même un peu machistes. En quelque sorte, Marguerite au pays des hommes. Je me souviens que quand les films du Losange ont trouvé l'affiche et que je l'ai vue pour la première fois, il y a quelque chose que j'aimais bien, c'est qu'elle enlace un homme, mais au fond, voilà, cet homme n'existe pas, n'est pas incarné. Ça pourrait être peut-être l'un des 3. Donc effectivement, je me rappelle que quand on a su qu'on avait une Mélanie Thierry, une comédienne aussi petite que Marguerite Duras, on s'était dit qu'il fallait absolument que les hommes qui l'entourent soient grands. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je n'ai pas lu le roman, mais j'ai eu l'impression que le travail que vous aviez essayé de montrer, c'était l'impossibilité de s'identifier à une disparition, quelque chose qui est comme si, parce que il y a ce temps-là du livre que vous installez, parce qu'on la suit et il y a quelque chose de très agaçant chez elle au début, comme si elle refusait et en même temps qu'elle voulait s'infliger quand même une douleur pour pouvoir la vivre. Et en fait, c'est au fur et à mesure du film qu'elle réalise que, en fait, c'est un peu comme quand vous parlez de votre film, ça se fait sur le moment. Elle sort de son flou, elle sort de son imaginaire de la douleur, en fait, et tout à coup, elle ressent. Voilà. Et je sais pas, moi j'ai pas lu le bouquin, mais j'ai beaucoup été touchée par ce travail de nous amener, en fait, à nous identifier en même temps qu'elle, voilà, à la perte ou à la disparition. Mais c'est elle, quand même, qui a, dans son texte, quel que soit le détail de ce qu'elle a écrit, elle nous met, je trouve, dans un tourbillon, et on voit bien que sa douleur, tout d'un coup, devient une espèce de folie. Et donc, une folie qui cherche toujours son objet
pour s'emballer toujours plus. Et j'ai essayé de suivre un peu ce mouvement, effectivement. Et après, de faire, si vous vous identifiez, effectivement, c'est tout le point de vue du film qui est d'essayer de mettre les gens à sa place, en quelque sorte. Ou comme un miroir, comme un autre eux-mêmes, peut-être, je ne sais pas. Tu racontes volontiers, enfin, je crois, que la question de la présence de l'absence, indépendamment même presque du texte de Duras, a une source biographique et te renvoie par ailleurs à ton rapport au père. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Mais oui, parce que mon père a eu ses parents et son petit frère raflés à la rafle du 16 juillet 42, et que donc il était parmi ceux, comme on voit dans le film à cette époque-là, qui attendaient, qui ne savaient pas. Et ce que j'ai déjà dit, non pas volontiers, parce que, mais il se trouve que si on me demande la vraie raison des choses, elle est là, c'est que cette chose que j'ai pu constater, que à un moment donné, mon père, comme pas mal celles de sa génération, que Klarsfeld a appelé les fils d'eux et les filles d'eux, grâce à Klarsfeld, on su assez précisément l'itinéraire qu'avaient pris ces gens qui ont été raflés ici, arrêtés là, et donc ils savaient où ils avaient fini. N'empêche qu'il m'a toujours semblé que le manque était là, mais cette figure de l'attente, je dirais, il a toujours eu jusqu'à la fin de sa vie. Donc tout d'un coup, c'est une attente qui n'a plus comme objet la personne bien définie, l'espoir qu'il revienne, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est peut-être irrationnel, je ne sais pas, mais... Je fais un raccourci un peu brutal, mais ce traitement du coup de la possibilité du retour, et ce qui est quand même assez clairement dans le film, du fait que le temps construit aussi le désamour, tu la rapproches d'une expérience que tu as vécue sur le tournage de Je suis. Ah. Oui. Effectivement, pour un documentaire que j'avais fait sur la rééducation de cérébraux lésés, j'avais eu pas mal de témoignages, notamment le témoignage d'une jeune femme, qui n'est pas dans le film, mais on l'avait enregistré, qui raconte quelque chose, son expérience de son jeune mari qui, après un accident, était tombé dans le coma. Et elle nous a raconté comment elle a vécu ça et comment elle a vécu son réveil. Et je me souviens que quand j'ai relu La douleur pour y travailler, cette fois-ci, ça m'a instantanément fait penser à elle, car, alors l'histoire est un peu longue, je vais essayer de la faire très courte. C'est donc une jeune femme qui voit son mari tomber dans le coma, et qui, pendant plus d'un mois, va le voir tous les jours en faisant 50 km de son lieu de travail à l'hôpital, chaque jour. Et elle lui parle, et elle nous raconte que comment chaque jour, tous ses souvenirs lui reviennent, et elle en est chaque fois plus amoureuse en quelque sorte. Et puis le temps passe un peu, et alors, je fais une ellipse pour arriver à la fin, au bout d'un mois et demi, disons, elle reçoit un coup de téléphone au travail, son mari vient de se réveiller. Donc évidemment, elle déborde dans les bras de ses collègues, elle saute dans la voiture pour faire une dernière fois ses 50 km. Et elle me les décrit un peu, ces 50 km, un peu comme ça. Elle pleure, elle dit qu'elle ne voit pas la route tellement elle pleure. Et à un moment donné, elle dit qu'elle s'aperçoit dans le rétroviseur, et elle dit qu'il y a un déclic. Il y a quelque chose que je ne sentais pas, je ne m'imaginais pas dans cet état-là, quand je suis dans le miroir. Et elle dit qu'elle a commencé à avoir un drôle de sentiment. Bref, évidemment, il y a 1 heure d'enregistrement. Au bout de cette heure, elle me dit, quand je suis arrivé sur le parking, je savais que je ne l'aimais plus. Alors, évidemment, c'est parce que cette histoire-là me semble raisonner par rapport à des mécanismes que je peux reconnaître chez moi et que j'en déduis
autoritairement, qu'on n'est pas fait d'un autre bois, tous. Et que c'est quelque chose qui est, je pense, constitutif de notre mode de conscience. C'est l'imagination prend énormément de choses en main. Il suffit que quelqu'un disparaisse dans le coma pour que l'imagination, tout d'un coup, construise et fasse de la fiction. Que quelqu'un disparaisse, que quelqu'un... Et tout d'un coup, on se retrouve à attendre ou à aimer. C'est peut-être même le même processus, je dirais, dans l'état amoureux. Une idée. Et non pas vraiment une personne. Les personnages des deux femmes qui attendent, la voisine et Madame Katz, est-ce qu'ils sont Marguerite Duras ou est-ce qu'ils font partie justement Alors, écoutez, comme vous dites, là aussi, pardon, hein, c'est un autre journaliste, non, parce que j'ai pas aimé cette façon qui a affirmé que Madame Katz, je l'avais inventée. Il n'a pas lu le livre. Il y a des types de ma communauté qui se fâcheraient pour moins que ça. Moi, j'ai beaucoup d'humour. Non, Madame Katz existe dans le récit de Duras. C'est bien la mère de Dora, qui était une amie de Marguerite Duras. Je ne l'ai pas inventée, simplement. Et je ne lui ai pas rajouté de scènes par rapport aux scènes qui sont dessinées dans son récit. Simplement, je lui redonner, disons, une couleur qui me paraissait plus authentique. Marguerite Duras nous raconte une histoire, dans la grande histoire de la Grande Rage. Dans cette histoire, elle ne cite que très peu le signifiant juif. Assez peu. Et pourtant, Robert Antel, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a eu à un moment donné, au lieu de suivre la destinée, enfin, le destin qu'il aurait dû avoir en tant que résistant, parce qu'à un moment on n'était pas zigouillé, il aurait dû revenir comme prisonnier de guerre à un moment donné. Non. Il a suivi une autre destinée. Cette destinée, elle est tout à fait claire. Buchenwald, marche de la mort, marche forcée d'Achau, c'est la destinée de ceux qu'on a enfermés pour qu'ils ne reviennent plus. Et quand Mitterrand le retrouve, il est dans cet état-là. Mais Marguerite Duras ne dit que 3 fois juif dans son récit. Et quand elle va voir à l'hôtel des déportés, elle les appelle, on dirait un film de Melville, elle les appelle de nom de code Perotti. C'est comme tu dis, Perotti à côté, il y a le Stéphanois. Tu vois ? Donc moi, j'ai remis un peu d'accent, et Madame Katz, elle écrit avec un S, Duras, moi je l'ai écrit avec un Z. Dans le film, on s'en fout. Après, non. Il y a les deux graphies, il y a Katz avec un S et Katz avec un Z. Chez Duras ? Oui, oui, oui. Ah ben moi j'ai toujours vu avec un S. C'est bizarre, à la relecture, ils ont mal relu. Parce que c'est pas possible de mettre un Voilà une grande énigme de la littérature. Il y a des Katz avec un S, hein, ça existe. Cela dit, dans ton film à toi, ça sert aussi à créer une espèce de pendant, c'est-à-dire que oui, il faut un... Je ne l'ai pas fait pour amener le focaliser sur une quelconque problématique qui me serait personnelle. C'est simplement, elle le suggère. C'est une époque où se révèle un peu de l'énormité qui est en train de poindre, quoi, sur ce qui s'est passé. Et ça te sert à créer un équilibre avec la disparition de Rabier, parce que pour le coup, tu fais réapparaître... Exactement, c'était même ça. J'ai toujours, en faisant le film, je me disais qu'il faut que Madame Katz, elle habite la deuxième partie, comme Rabier habite la première. Notamment avec d'autres armes. Sachant qu'elle est précédée par une apparition beaucoup plus courte, assez mystérieuse, on va dire, qui est celle de Madame Borde. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Mais Madame Borde, moi j'y tenais parce que j'aimais bien l'idée, d'ailleurs elle le dit dans un dialogue, elle dépeint des portraits de femmes qui sont des miroirs d'elle-même. Et j'aimais bien l'idée qu'elle rencontre une femme qui a cette tentation aussi de se laisser aller. Et dans ce tête-à-tête, elle doit avoir finalement la position de Dionys. D'ailleurs, si tu remarques,
La phrase est répétée 2 fois. Dionys lui redit exactement la même phrase qu'elle a servi à Madame Borde avant. C'est-à-dire tu n'as pas plus de raison de croire qu'il va... Et puis, j'avais peu de cartouches qui nous montraient qu'elle allait voir les gens, qu'elle les informait. Donc ça m'intéressait de... Oui, d'ailleurs, ça me permet d'introduire un autre thème, parce que la première fois, je crois qu'on verbalise qu'elle est une menteuse, parce que c'est ce que lui dit aussi Madame Borde, en l'accusant de ne pas vouloir dire la vérité parce qu'elle est trop brutale. Or, cette question du mensonge, là aussi... le spectateur, il le sait depuis le prologue, tellement. Oui, le spectateur vif, comme tous ceux de cette salle. Bonsoir, j'ai beaucoup aimé vos plans rapprochés. Et je voulais savoir quels étaient les peintres que vous aimiez, parce que ça m'a fait penser à Georges Latour et à Vermeer. Est-ce que j'aurais quelque chose Non, mais j'aime particulièrement Vermeer. Il y a un livre sur Vermeer dans le film. Les personnages, oui, dans leurs intérieurs, etc. Après, ce naturel, etc. Mais en vérité, je vais vous avouer une chose, moi je parle dans les films sans jamais faire référence à quelque chose, à une peinture par exemple. Non, je pense que cette façon de faire ces plans rapprochés, je l'épuise plutôt dans mon expérience optique, si vous voulez. Cette façon qu'on a de pouvoir être très très proche de quelqu'un tout en étant à une distance, une façon de dire aussi qu'on ne peut pas rentrer dans la tête du personnage. On s'arrête à l'extrême limite de ce qu'on peut, du rapprochement. Mais je ne pars pas en étant tout à fait franc de la peinture ou d'autres choses, parce que vous allez à la mer pour voir Giacometti. Ah oui, alors à part pour Giacometti, mais si je veux être franc, c'est parce que j'avais une image dans la tête et qu'au producteur, il m'a demandé t'as envie qu'on revoie Antenne, t'as envie qu'on revoie Marguerite, t'as envie qu'on nous dise qu'elle quitte l'un pour l'autre. Je savais que l'un de ces éléments ne tenait pas la route pour payer tout le bazar pour la Corse. Donc j'ai sorti mon va-tout, j'ai essayé de mettre un nom sur l'image que j'avais, et j'ai sorti Giacometti parce que, voilà. Mais je ne suis pas parti de Giacometti en disant, ah, il représente pour moi, disons, tiens, quand je vois un Giacometti, je pense au signifiant espèce humaine, ou si c'est un homme. Non, je ne suis pas parti dans ce sens-là. Mais après, quand vous avez l'idée, on voit qu'il y a des va-et-vient, évidemment, on garde l'idée. En même temps, un producteur, il est plus facilement convaincu quand il y a un argument métaphorique noble comme Giacometti que je vais faire une image qui fera penser au monstre de Roswell. Pour le coup, l'autre signifiant auquel on pense, c'est bien extraterrestre. Je veux faire mon mémorial à la déportation. Mais non, ça n'aurait pas marché non plus. Sur ce, merci beaucoup. Merci à vous.